Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo d'une disparition très inquiétante française. C'est une disparition qui est partiellement résolue, vous allez voir pourquoi je dis partiellement. Cette disparition est résolue depuis maintenant 2016, donc ça fait maintenant 6 ans, mais vous allez voir, elle fait encore partie des dossiers ARPD parce que il reste des interrogations qui sont soulevées à travers cette disparition. Et donc aujourd'hui, on se pose légitimement la question: qu'est-il arrivé à Nordine Seguiri? On se retrouve juste après ça. Pour une disparition qui est une disparition quand même pas du tout médiatisée, on va pas se mentir, on a quand même pas mal d'informations grâce notamment du fait qu'Aurida, la maman de Nordine, soit quand même très proche de la RPD et même travaillé en tant que secrétaire pendant un temps pour la RPD, et surtout en fait du fait qu'elle n'a jamais lâché l'affaire et que depuis le jour où son fils a disparu, Aurida est à fond pour connaître la vérité sur ce qui est arrivé à son fils. On va repartir quelques années en arrière. L'année de la disparition de Nordine en 2015 a 49 ans. C'est un homme qui a plusieurs passions dans la vie. Non seulement il est passionné de foot, mais également il est passionné de cuisine. Il adore cuisiner. Pour ce qui est un peu de son enfance et de son adolescence, c'était plutôt chaotique. Notamment, il n'avait pas des super bonnes notes à l'école. Et du fait que sa maman le décrivait comme quelqu'un de très gentil et un peu trop naïf, il avait côtoyé des personnes pas toujours bonne à côtoyer et du coup il a galéré pendant quelques temps. Après il se trouve que sa maman, Aurida, a toujours été d'un super soutien pour son fils et a toujours été très proche de son fils. Elle a toujours voulu qu'il s'en sorte. D'ailleurs c'est grâce à elle qu'il va rencontrer celle qui va accompagner sa vie et la future mère de ses enfants à cette époque-là. Donc à ce moment-là, Nordine est plutôt dans une bonne période de sa vie. Il va habiter à Pont-Saint-Maxence au nord de Paris. Il va enchaîner plusieurs travails et ensuite il va être embauché en CDI dans une entreprise de hard discount. Il va habiter à Noisy-le-Grand, dans la banlieue de Paris. Et puis, il va évoluer dans son travail. Il devient chef de plateforme logistique et aussi responsable syndical. Donc, il a quand même pas mal de responsabilités. Ça lui tient vraiment à cœur d'aider ses collègues, d'aider les employés de l'entreprise. Il va d'ailleurs organiser plusieurs grèves qui vont même durer des fois jusqu'à 1 mois. Et d'ailleurs, ces grèves vont marcher parce que ce qui a été revendiqué pendant ces grèves va généralement être accordé aux employés. Mais du coup ça fait que il n'était pas très apprécié par ses responsables et qu'il a été congédié, on va dire, ou plutôt mis à pied. Il va un peu galérer, ça va bien lui saper le moral, mais il va entamer un procès parce que pendant qu'il était mis à pied, il va continuer à s'instruire au niveau de tout ce qui est loi. Il va être aidé par une avocate qui est une amie de sa mère, Aurida, et donc il va gagner son procès contre son entreprise et va pouvoir reprendre son travail de manière un peu plus sereine. À ce moment-là, la relation avec sa compagne évolue pas mal puisqu'il va se marier. Ensuite, ils vont tous les deux déménager à Tarcy, qui est encore dans la plus proche banlieue de Paris. Ils vont devenir parents de 2 garçons. Le plus grand qui est né en 1995 qui s'appelle Raphaël et le plus jeune en 2005 qui s'appelle Axel. Et en plus de ça, du coup, je vous disais qu'il adorait le foot, et il est directeur d'un club de football à Tarcy. Donc, il a plutôt une vie bien remplie, vie professionnelle, vie personnelle, tout est comblé. Et malheureusement, au fur et à mesure de ces années, il va enchaîner pas mal d'accidents et puis à un moment, il me semble, si je dis pas de bêtises, glisser sur une plaque de verglas qui fait qu'il va se faire une énorme fracture, même d'ailleurs une double fracture du bassin. Et pendant 1 an, il va avoir des douleurs et il va marcher en béquille. Ça va vraiment lui miner son moral encore plus et il va commencer à avoir des addictions et à sombrer tout doucement dans l'alcool, mais également dans la consommation de cannabis. Et il va complètement
complètement abandonner ses activités habituelles. Il ne va plus travailler, il ne va plus faire ce qu'il aime, c'est-à-dire de la cuisine, il ne va plus s'occuper du club de foot. Donc vraiment, il commence à s'isoler. En plus de tout ça, ça va se terminer avec sa femme. En 2012, il se sépare avec sa femme. C'est plutôt d'un commun accord, mais ça le rend très triste, Nordine, parce que ses fils lui manquent. Il va avoir envie de voir ses fils. Et donc, pendant les 3 prochaines années et jusqu'à sa disparition en 2015, il va habiter chez sa mère à la Seine-Saint-Denis. C'est le début de sa reconstruction. Ça va être long, mais plutôt bénéfique. Donc déjà, il va avoir un professeur qui va le soigner dans ses addictions et notamment son addiction à l'alcool. Il va retrouver un peu goût à la vie. Il retrouve un travail en tant que cariste. Il entraîne les jeunes de la ville au football. Donc il va retrouver un petit peu ses habitudes et enfin il va se remettre à la cuisine. Et donc là, il est plutôt bien lancé. Il commence à repartir. Là, il a 49 ans en 2015, presque 50 ans. Et donc à presque 50 ans, il commence à retrouver un deuxième souffle, on va dire, une envie de s'en sortir. De son côté, sa maman, pour calmer un petit peu ses douleurs, tous les ans, depuis maintenant plus de 40 ans, elle se fait des cures thermales à Brides-les-Bains. Et là, elle a proposé, donc c'était en 2014, en été 2014, elle a proposé à son fils de l'accompagner pour une cure. Son fils au départ se disait que il allait s'embêter, il était un peu tristouné parce qu'il voyait pas ses fils. Il s'était dit qu'il allait s'embêter, qu'il y avait peut-être que des personnes âgées ou peut-être des personnes de l'âge de sa mère. Finalement, il y va et finalement, il va adorer parce qu'il va même retrouver des personnes qu'il connaissait à Tarcy, une personne de son club de foot, et il va finalement aussi trouver des personnes qui ont son âge. Il va aussi apprécier la région, il va bien aimer la Savoie, il va aimer les paysages, mais surtout il va aimer la cuisine parce qu'on sait qu'en Savoie, on mange très bien, on mange surtout du très très bon fromage. Et là, on arrive en 2015. Donc lui, en 2015, en été 2015, il veut faire des vacances avec son plus jeune fils, donc Axel. Puis il dit à sa mère, viens avec nous, on va se faire une cure à Brides-les-Bains. Et sa mère, cette année-là, m'a expliqué que, en fait, elle avait pas spécialement envie, c'est comme si c'était peut-être un 6e sens qu'elle avait, mais surtout elle avait aussi des soucis pour se payer cette cure cette année-là. Et son fils va très gentiment lui faire une surprise, lui prendre une très bonne chambre dans un hôtel pour qu'elle puisse les accompagner pour les vacances. Il y a une très très bonne entente avec sa maman, il n'y a pas de souci. Puis son fils aussi, il était très heureux de pouvoir faire ces vacances-là. Le début de ses vacances, ça se passe super bien. Il a quand même pas mal de soucis de santé, on va pas se mentir. Il a des soucis gastrologiques, il a des soucis aussi pneumologiques. Il fait pas mal d'asthme, il a aussi une tendinite aux 2 pieds, il en souffre beaucoup et donc il a une démarche un petit peu chancelante et il a également des problèmes néphrologiques. Et puis un soir, il se plaint de très très forts maux de ventre et donc sa mère va lui donner quelques médicaments et le lendemain, il va aller à l'hôpital de Moutier pour voir ce qu'il en est. À l'hôpital de Moutier, on lui détecte une insuffisance rénale et on va le transférer à l'hôpital de Chambéry dans le service néphrologie. Donc par rapport à ses reins. Ce transfert a lieu le 7 juillet 2015. Nordine est pas mal agité dû à ses médicaments, puis surtout sa maman m'a expliqué que c'était le fait que lui, il avait pas du tout envie d'être à l'hôpital. Là, il avait envie de profiter et de son fils qu'il ne voyait pas souvent parce qu'il habitait la plupart du temps avec son ex-femme et aussi il avait envie de profiter de sa maman et puis tout simplement de ses vacances. Et là, on arrive 3 jours après, donc le 10 juillet 2015, c'est le jour de sa disparition. Ça fait 3 jours déjà que Nordine est hospitalisé, donc son fils est venu le voir une fois, sa mère vient le voir tous les jours, et lui il en a un petit peu marre, mais en même temps il va pas très bien. On est le matin du 10 juillet, il est à peu près 6h45, et lorsque le personnel de l'hôpital vient dans la chambre de Nordine, on s'aperçoit qu'il n'est plus là. Peut-être aussi qu'il y avait des bouffées délirantes. C'est très possible au vu de ses antécédents ou au vu de ses problèmes néphrologiques qu'il ait une infection ou qu'il ait beaucoup de fièvre. Quand on a beaucoup de fièvre, on peut commencer à délirer un petit peu. C'est peut-être ce qui lui est arrivé. Ça, je sais pas, mais quand il a été retrouvé, Nordine, ce jour-là, c'était 3 heures après, aux alentours de la gare de Chambéry. Il était habillé en t-shirt avec un slip, une blouse médicale et pieds nus. Et c'est le SAMU qui l'a ramené à l'hôpital. Apparemment, Nordine est bon marcheur et il a aussi un très bon contact avec les autres, ce qui fait qu'il aurait pu faire du stock et se faire ramener au centre-ville. Après, je sais pas comment il est arrivé là, on n'a pas l'information, mais en tout cas, en fin de matinée, il est amené dans le service d'imagerie par un brancardier pour faire un IRM sérieux.
cérébrale. Apparemment cette IRM a été faite, donc j'ai pas les résultats. J'imagine comme il avait des bouffées délirantes, on voulait voir si tout allait bien et tout était correct au niveau de son cerveau. Quand le brancardier est revenu le chercher pour l'amener à sa nouvelle chambre, parce que comme il en avait un petit peu marre de la personne qui était dans sa chambre, il voulait avoir une chambre seule. Le brancardier allait l'amener à sa nouvelle chambre et il se trouve que quand il est arrivé, Nordine n'était plus là. Et c'était entre 12h30 et 13h. Donc c'est à partir de ce moment-là que Nordine a disparu et que plus personne ne va l'avoir vue. Tout de suite, l'hôpital en avise sa mère. Sa mère, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle arrive directement. Elle commence un petit peu à poser des questions. Comment est-ce qu'il était habillé? L'hôpital va lui dire, cette fois-ci, il était habillé avec un polo, un jean. Par contre, on retrouve toutes ses affaires dans sa chambre. Et quand je dis toutes ses affaires, c'est toutes ses affaires. C'est-à-dire qu'il était parti vraiment comme il était arrivé dans le service d'imagerie, mais il est parti sans son portable, sans sa carte bancaire, sans sa carte vitale, sans aucun argent, alors qu'il avait de l'argent sur son compte, sans vêtements de rechange également. Donc c'est plutôt inquiétant. On a l'impression qu'il a eu une bouffée délirante à ce moment-là, mais personne ne peut vraiment le dire. Et c'est à partir de ce moment-là que va commencer le périple d'Orida, le périple fastidieux pour découvrir ce qui arrivait à son fils Nordine. Vous allez voir que ça n'a pas été facile et que si elle n'avait pas eu le mental, il n'y aurait rien qui aurait été fait. Comme je vous disais, Orida va commencer très rapidement, le jour même, à faire des recherches. Elle va commencer dès le jour de sa disparition à établir un tableau avec tout ce qui a été fait dans le cadre de la recherche de son fils, qui l'a fait, quand ça a été fait, avec plein de numéros de téléphone que je vous mets ici, évidemment. Je vous cache les informations personnelles pour vous montrer que vraiment, elle n'a rien lâché. Ce jour-là, directement, elle était un peu perdue, elle savait pas quoi faire. Elle est allée au commissariat de Chambéry. Le commissariat de Chambéry l'a pas spécialement bien accueilli, il lui a surtout dit écoutez, votre fils il est majeur, la fameuse phrase qu'on entend tout le temps, qu'on peut entendre à certaines occasions effectivement. Je trouve que c'était pas très approprié en lui disant écoutez, votre fils est majeur, il a le droit de circuler comme bon lui semble. Sauf qu'on parle d'une personne qui est malade, qui en plus a des problèmes de reins néphrologiques, on le sait, ou alors sinon je vous l'apprends ici, que quand on a ce type de problèmes médicaux, il faut bien être hydraté, sachant que ce jour-là, à Chambéry, et le lendemain même d'ailleurs, il faisait entre 37 et 40 degrés Celsius. Donc c'est quand même très inquiétant, on est très vite déshydraté et avec des problèmes de reins en plus, c'est encore plus inquiétant. En plus avec le fait que le matin il est fugué de l'hôpital et que ça lui ressemble pas, qu'à mon avis il devait être dans une bouffée délirante, peut-être dû à la prise de ses médicaments, peut-être dû à sa fièvre, on est quand même sur, à mon avis, à mon sens, une disparition inquiétante. Mais c'est pas comme ça que ça a été envisagé au commissariat de Chambéry ce jour-là. Donc ce que va faire tous les jours, le temps qu'elle reste encore là, elle reste à peu près 1 mois pendant sa cure dans l'hôtel, elle va tous les jours, heureusement, se faire aider par des gens qu'elle connaît, mais aller demander partout, donc aux hôpitaux, dans les services qui pouvaient correspondre aux pathologies qu'avait son fils, de plusieurs hôpitaux différents. Elle va laisser son numéro partout. Également, j'avais oublié de dire, je crois que le jour même, elle va aller voir une guichetière de la gare de Chambéry, parce qu'elle savait que le matin même, son fils avait été retrouvé aux alentours de la gare. La guichetière va lui dire que c'est monnaie courante de voir des patients de l'hôpital qui errent dans la gare. Je trouve ça plutôt inquiétant, il faudrait peut-être se poser des questions sur la sécurité de l'hôpital. Elle va même contacter les ambassades des pays frontaliers avec la Savoie, notamment la Suisse et également l'Italie, pour faire savoir que son fils a disparu et faire connaître ses coordonnées au cas où il y a des informations. Donc la procédure, elle a énormément tardé à s'ouvrir parce que c'est passé des mains à un autre, après la personne était en vacances. Enfin bref, c'était tout un micmac. Finalement, elle s'est ouverte, tenez-vous bien, seulement le 3 août 2015. Donc on est près de 3 semaines après la disparition de Nordine. La procédure est enfin ouverte. C'est quand même super long. 3 semaines pour une personne qui est partie sans aucune ressource et qui avait des problèmes médicaux. Je trouve que c'est irresponsable. D'ailleurs, il faut savoir que cette instruction, n'a rien donné à ce moment-là et elle a été clôturée en novembre 2015. Elle a brièvement été réouverte entre-temps à Noisiel, donc dans le 77, parce qu'on avait peut-être des indices ou des éléments qui nous feraient penser que Nordine était repassé ou revenu dans son département où il habitait, et finalement ça a été clôturé assez rapidement parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas une piste envisageable. Orida a même fait appel à un détective privé, ça n'a rien donné. Orida ne va plus avoir aucune nouvelle jusqu'au 2 mai 2016, jour dont elle se souvient bien.
ce 2 mai 2016. Pourquoi? C'est la gendarmerie qui l'appelle en disant qu'ils ont trouvé des ossements humains et qui pourraient peut-être correspondre à ceux de son fils, donc à ceux de Nordine. Ça doit vraiment être horrible quand il y a quelqu'un qui appelle pour dire ça, sachant qu'on a un peu l'espoir que son fils soit parti quelque part, accompagné par quelqu'un, mais pas que son fils soit mort, même si c'est une théorie qui est envisageable. On l'appelle pour dire ça et on l'appelle aussi pour lui dire qu'il faudrait le dossier dentaire de Nordine pour pouvoir comparer avec les dents qu'ils ont retrouvées, voir si ça correspond. Parce que je sais pas si vous savez, mais on peut identifier un corps avec ses empreintes dentaires quand c'est disponible. Après plusieurs questions qu'elle va poser, elle va se rendre compte que finalement, c'est pas en mai 2016, là où elle a été avisée qu'il y avait des ossements qui pourraient être ceux de son fils, que les ossements ont été retrouvés, mais c'est en mars 2016. Effectivement, ces ossements ont été retrouvés à la Ravoir, une petite commune en banlieue de Chambéry. Plus précisément, il y a une entreprise, une menuiserie qui est installée là. C'est sur le terrain de cette menuiserie, un terrain qui était un peu laissé en friche, donc avec des arbres, pas mal de végétation. C'est des personnes qui vérifiaient s'il y avait du bois qu'ils pouvaient récupérer, qui ont finalement retrouvé tout d'abord un crâne et ensuite la gendarmerie est allée faire des recherches et ont retrouvé plusieurs ossements étendus sur 2500 mètres carrés de terrain, ce qui est énorme. Ils ont retrouvé des ossements, mais ils ont également retrouvé un cathéter semblable au cathéter utilisé à l'hôpital de Chambéry et également des vieilles semelles. Il faut savoir que ce terrain est assez difficile d'accès parce qu'il est bordé d'une part de la rivière Alban et de l'autre part d'une voie ferrée et également d'une piste cyclable. Donc c'est très difficile d'accès. Et c'est le 16 juin 2016 qu'on a la confirmation que les ossements retrouvés sont malheureusement les ossements de Nordine. Et il faut savoir que le squelette complet n'a jamais été retrouvé. L'enquête va conclure à une mort naturelle parce que on va avoir aucune fracture, aucune balle décelée sur les ossements de Nordine et donc c'est comme ça qu'on va conclure que la mort est naturelle et le dossier va être classé. Et il faut savoir qu'aucune date, même aucune approximation de date de décès n'a été donnée, donc on ne sait pas quand Nordine est mort. Alors je tiens à noter l'indélicatesse du commandant de gendarmerie qui avait appris à Aurida que les ossements sont bien les ossements de son fils parce qu'il lui avait clairement fait comprendre qu'il fallait qu'elle vienne chercher très rapidement le carton qui contenait les ossements de son fils parce que lui il partait en vacances dès le lendemain et que sinon les ossements allaient se retrouver dans la fosse commune. Aurida, qui est une femme de caractère, lui a bien fait comprendre qu'elle n'était pas d'accord. Je pense qu'il faut pas oublier d'être humain avant tout parce que là c'est une maman qui a perdu son fils, qu'il ait 10 ans, 3 ans, 3 mois, 50 ans, 70 ans, ça ne change rien et voilà, surtout les conditions dans lesquelles son fils a été retrouvé, il faut savoir arriver à doser ses paroles. Donc là on pourrait se dire c'est terminé, on l'a trouvé, c'est classé sans suite. Pendant 2 ans, on va avoir rien qui va être fait sur cette affaire. Et puis, on arrive en 2017, fin 2017, début 2018. Vous le savez à travers mes vidéos, j'étudie beaucoup de dossiers qui sont étudiés dans le cadre de la cellule Ariane par rapport aux agissements probables de Nordal Lelandais. Et donc le dossier a été réouvert, il a fait partie de ces dossiers évalués dans le cadre de la cellule Ariane. Vous savez, rapidement encore une fois, je vous le répète parce que je pense qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, il y a toujours des nouvelles personnes, mais la cellule Ariane, c'est une cellule qui avait été ouverte à un moment pour évaluer les similitudes entre l'emploi du temps depuis 2010 de Nordal Lelandais jusqu'à 2018 et voir s'il y avait une potentielle similitude avec des dossiers de disparus des régions qu'il a fréquentées, notamment autour de Chambéry. Finalement, l'enquête a été clôturée assez rapidement parce qu'il a été prouvé que le jour de la disparition, en fin de journée, vers 18h15, Nordal Lelandais était dans le Gard et plus précisément à Bagnols-sur-Cèze et il y a une photo qui vient appuyer cet élément-là. En 2018, il y a eu un dépôt de plainte qui a été fait par Aurida et son avocate, une plainte contre X pour enlèvement, séquestration et homicide volontaire. Et en 2019, Aurida a également porté plainte contre le directeur du centre hospitalier de Chambéry pour mise en danger de la vie d'autrui par violation d'une obligation de sécurité ou de prudence. Avec ces éléments-là, avant d'énoncer les 2 théories principales, je vous laisse dire vous qu'est-ce que vous pensez à partir des éléments que je vous ai donnés et ce que vous avez pu évaluer. Quelles sont vos théories dans les commentaires. C'est pour savoir si déjà vous partez sur les mêmes théories sur lesquelles moi j'ai pu partir à partir des éléments que j'avais à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires.
Par contre, pour ce qui est des théories envisageables, je vais pas parler de la théorie qu'il ait mis fin à ses jours ou qu'il ait voulu changer de vie, parce que clairement, c'est pas des théories qui ont été envisagées, et on voit bien que là, on était dans un cadre particulier, notamment un cadre médical particulier et des bouffées délirantes ou un comportement inhabituel qui n'appuie pas du tout ces deux théories-là. Par contre, on pense, et j'y pensais également tout de suite avant de connaître bien l'affaire, comme la plupart de vous, je pense que vous avez pensé à un départ volontaire, on peut dire ça comme ça, parce qu'effectivement, oui, de toute façon, il est parti volontairement de l'hôpital, il a même, si on peut dire ça, fugué, et plutôt derrière une mort naturelle par déshydratation, comme je vous ai expliqué tout au long de ma vidéo. En effet, qu'est-ce qui vient appuyer cette thèse? Le fait que déjà le matin, il est déjà fugué une première fois, puis qu'il a été retrouvé, et qu'il a refugué une deuxième fois. Ensuite, quand il a quitté une deuxième fois, on pensait que c'était pour rejoindre l'hôtel, donc pour rejoindre sa famille. Il a très bien pu marcher longtemps, et du coup, par rapport à ça et à la chaleur qu'il faisait, être rapidement en déshydratation. Ensuite, avec la chaleur, ça a pu accentuer sa désorientation, et il a pu se retrouver dans ce terrain complètement déshydraté, et il est décédé comme ça des suites de sa maladie, de sa déshydratation, et qu'on l'a retrouvé malheureusement que un peu moins d'1 an après sa disparition. Par contre, je vais vous lire un témoignage très important qui ne corrobore pas cette théorie. C'est le témoignage d'une des propriétaires du terrain et du coup de la menuiserie qui est située dans la zone industrielle dont je vous ai parlé avant, où on a retrouvé le corps de Nordine. Et en fait, le gros point, c'est que, comme je vous ai expliqué, ce terrain est très difficile d'accès. Je vais vous lire, du coup, c'est pour ça que je vais pas vous regarder, des parties du témoignage de la propriétaire. Elle dit que pour accéder à cette partie de notre terrain, il faut franchir la voie ferrée pour arriver dans ce no man's land. Elle dit aussi qu'il faut connaître le secteur. C'est ainsi qu'au fil du temps, nous avons pensé que malheureusement, ce jeune homme avait rencontré peut-être le Landais, puisque la presse avait relaté que son téléphone avait borné vers notre entreprise. Le scénario est simple, une voiture arrivant de Chambéry sort en direction de Saint-Badolphe et il va arriver en face de notre terrain vague. Il n'y a plus qu'à traverser la voie ferrée et à déposer le corps sur notre domaine. Donc c'est ce qui nous amène à cette autre hypothèse, qui est l'hypothèse de l'implication d'une tierce personne. Donc là, vous avez entendu, on a parlé de Nordal le Landais. C'est ce que pense en tout cas la propriétaire de ce lieu. Effectivement, on a des informations qui laisseraient à penser que Nordal le Landais était présent peut-être aux alentours du terrain. Apparemment, c'est une information qui avait été relayée par la presse, mais on ne sait pas où, on ne sait pas quand exactement. Surtout, c'est pas des informations qui ont été confirmées. Par contre, comme je vous disais, on avait la preuve ce jour-là que Nordal le Landais était dans le Gard à Bagnols-sur-Cèze et on avait une photo à l'appui. Mais on avait également l'heure de la photo qui était en fin de journée. Et on sait que au début de la journée, il était à Pont-de-Beauvoisin, là où il habitait un moment, à une quarantaine de kilomètres de Chambéry. Et on a des éléments qui peuvent nous amener à penser que dans son emploi du temps, ce serait intéressant de vérifier s'il était présent également pas loin du lieu de la disparition de Nordine, parce qu'on a des éléments au niveau de son emploi du temps et de ses connaissances qui corroboraient cette hypothèse. Je peux pas en dire plus, même si on a pas mal d'informations sur l'emploi du temps de Nordal le Landais, parce que l'instruction est toujours en cours et que je n'ai pas envie d'interférer avec l'instruction et l'enquête. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a quand même une grosse partie qui va être faite sur ce dossier, qui va être basée sur ces éléments qu'on a demandé à être vérifiés. Aurida a souligné quelque chose de très intéressant, c'est que on avait retrouvé le crâne du caporal Arthur Noyer, dont on sait maintenant qu'il a été tué par le Landais. À 17 km de là, on a retrouvé le crâne de son fils. Donc c'est vrai qu'au niveau géographique, on est plutôt proche. Mais quoi qu'il en soit, parce que là on parle de le Landais, mais ça peut très bien être une tierce personne, mais pas le Landais. On pense de toute façon que s'il est arrivé jusque-là, c'est très probable qu'il soit arrivé peut-être en ayant fait du stop, parce qu'il avait l'habitude de le faire, et qu'il avait aussi un bon contact avec les gens. Donc il est possible que quelqu'un l'ait amené dans cette zone en stop, et si c'est le cas, qui l'a emmené là, pourquoi, et qu'est-ce qui lui est arrivé? De toute façon à Nordine, on le sait pas aujourd'hui. On avait aussi cette information que, au vu des ossements qu'on avait retrouvés, c'était une mort naturelle, parce qu'il n'y avait pas de traces de fractures ou de balles, mais il faut également savoir que, comme je vous l'avais dit, on n'a pas retrouvé l'entièreté des ossements de Nordine. Et il nous manque des ossements très importants, notamment il manque la mâchoire inférieure, il manque les os du bassin et les os des deux avant-bras, entre autres. Et ces os-là pourraient très bien avoir des lésions. Et même si on les retrouve et qu'il n'y a pas de lésions sur ces ossements, on sait très bien qu'on peut tuer quelqu'un sans faire de lésions sur ces ossements et que ça ne se voit pas sur les ossements. Voilà où est-ce qu'on en est au niveau des théories. Il y a également
également plusieurs questionnements qui restent en suspens aujourd'hui et qui doivent être élucidés. Et c'est des questionnements qui ont été soulevés par Bernard Valézy, ancien commissaire de police et également vice-président de l'association ARPD. Donc lui, il souligne bien la défaillance de la surveillance de Nordine lorsqu'il était hospitalisé à Chambéry. L'état de confusion dans lequel était sa première fugue le matin même de sa disparition aurait dû conduire le personnel hospitalier à prendre des mesures de surveillance renforcées et ne pas le laisser seul. Et effectivement, c'est ce qui a été soulevé dans ce dossier, c'est pourquoi est-ce que c'était pas possible, après la fugue qu'il y a eu le matin, d'avoir un œil sur ce patient qui avait l'air clairement pas dans son état normal. Il y a également des questions sur notamment l'état de santé, du fait déjà qu'il avait une démarche chancelante avec ses soucis de ligaments, le fait qu'il avait des soucis néphrologiques et également le fait qu'il faisait super chaud ce jour-là. Est-ce qu'il aurait dû parcourir tout ce chemin à pied jusqu'au lieu de la découverte de ces ossements? Est-ce que c'était techniquement possible de le faire? Également, ce gros problème pour les enregistrements, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu exploiter les enregistrements de l'hôpital et de la ville de Chambéry dans le cadre de cette disparition? Tout bonnement parce que il n'y a pas grand chose qui a été fait sur cette disparition. Les enregistrements de vidéosurveillance, au bout d'un mois, vous le savez très bien, sont effacés. Également, un questionnement tout à fait légitime, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un nouveau ratissage pour retrouver les ossements qui restaient? Tout simplement parce qu'on n'a pas retrouvé quand même des ossements. Les os du bassin, c'est quand même des sacrés os. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas refait un ratissage derrière? Ce qui aurait peut-être pu montrer qu'il y avait peut-être une fracture du bassin, une fracture de la mâchoire, une fracture des bras, des deux avant-bras. On ne sait pas. C'est ces ossements qui n'ont pas été retrouvés. Peut-être qu'ils présentent des traces post ou anté-mortem qui pourraient expliquer d'une façon ou d'une autre les causes de sa mort. Également, une information que je vous ai pas encore dit, c'est que sa montre n'a pas été retrouvée et qu'il ne se séparait jamais de sa montre. Dans ses affaires à l'hôpital, on n'a pas retrouvé sa montre, donc on se demande pourquoi est-ce que sa montre n'a pas été retrouvée, où est-ce qu'elle était. Dans le rapport de gendarmerie, il est dit qu'il n'y a aucune transaction qui a été effectuée depuis la disparition de Nordine avec sa carte bancaire sur son compte bancaire. Or, c'est faux parce qu'Aurida a utilisé la carte bancaire de son fils pour payer l'hôtel et pour payer les choses qu'elle avait à payer. Ça n'a pas été ajouté dans le dossier de la gendarmerie. À croire que les choses ont été faites vraiment de manière très brouillon. Il y a quelque chose qui n'a pas été fait et qui serait souhaitable, c'est d'établir tous les trajets qu'aurait pu emprunter Nordine pour arriver à pied de l'hôpital de Chambéry jusqu'à le lieu où on a retrouvé ses ossements. Également, vous savez qu'il y avait une voie ferrée. Est-ce que ça aurait été possible qu'il longe cette voie ferrée? Quel train il aurait pu croiser à ce moment-là? À quel endroit il aurait pu s'engager sur cette voie ferrée? À quel endroit il aurait pu en sortir? Également, est-ce que l'accès de la zone de découverte des ossements est accessible en voiture? Est-ce qu'il est possible, comme disait dans le témoignage la propriétaire du terrain, de transporter un corps à travers une voie ferrée? Quand même, un corps inerte, ça pèse lourd, donc est-ce que si c'est le cas, s'il y a une personne impliquée, est-ce qu'ils étaient 2 personnes pour pouvoir transporter un corps? Est-ce qu'ils l'ont fait de nuit? Parce que je sais pas si en plein jour, je sais que c'est pas un endroit qui est très fréquenté, mais c'est quand même plus facile de le faire de nuit. Est-ce que quelqu'un aurait vu quelque chose? Est-ce que des trains qui seraient passés auraient vu quelqu'un marcher à côté des voies? Enfin, il y a plein de questions à se poser et rien n'a été investigué. Une dernière question qui avait été soulevée, c'est est-ce qu'on peut affirmer que le site de découverte des ossements, notamment l'endroit de découverte du crâne, n'a jamais été visité entre le moment de la disparition de Nordine et le jour de la découverte du corps? On ne sait pas quand Nordine est décédé, il n'y a aucune datation qui a été faite. Moi je pense qu'il est décédé soit le jour même, soit le lendemain, en tout cas pas très longtemps après. Pour ce qui est un petit peu des prochaines avancées sur ce dossier, il y a eu le 17 mai 2021 une demande de complément d'enquête d'Aurida à la juge d'instruction par rapport à plusieurs points sur un emploi du temps plus précis de Norda Lelandais le jour de la disparition de Nordine, avec des éléments précis dont je ne peux pas parler aujourd'hui en vidéo. Et finalement, l'audition d'Aurida et de son avocate va se faire le 25 mars 2022, donc c'est bientôt. Je vais normalement parler avec Aurida et son avocate le jour même et on va pouvoir même aller sur les lieux où on a retrouvé les ossements de Nordine. Donc je vous ferai une petite mise à jour dans une petite vidéo un peu plus courte s'il y a des choses que je peux rajouter ou des choses que je vais filmer pour que je vous tienne un peu au courant des avancées de ce dossier. Aurida sera également présente dans la réunion organisée par l'ARPD, la réunion des familles des disparus qui aura lieu le 6 avril prochain où je suis également conviée. C'est une réunion qui fait suite au procès de Norda Lelandais par rapport à l'avancée de ces dossiers qui pour la plupart étaient des dossiers qui faisaient partie de la cellularienne. Je sais que j'ai eu pas mal de retours où
Et je suis d'accord, on dit c'est pas trop facile de tout mettre sur le dos de Nordahl-Hollandais. Effectivement, on ne dit pas que toutes les disparitions de la région c'est dû à Nordahl-Hollandais. Vous savez, il y a 900 dossiers dans le cadre de la cellule Ariane qui ont été investigués, il y en a que quelques-uns qui sont sortis, dont les dossiers dont je vous parle sur ma chaîne. S'il y a des similitudes, pourquoi pas les analyser et investiguer. Et de toute façon, même si c'est pas lui qui est impliqué dans cette disparition, ça permet de refaire parler de ces disparus et de ces dossiers qui la plupart du temps ont quand même été bien mis de côté par la justice. Ça permet vraiment de faire sentir aux familles qu'elles ne sont pas seules et qu'on parle encore des personnes qui sont disparues. Dans le cas de Nordine, malheureusement, qui a été retrouvé décédé, qu'on parle encore de lui et que ce dossier ne tombe pas dans l'oubli. Aujourd'hui, ça fait maintenant 7 ans qu'elle n'a pas vu son fils. Orida cherche des réponses. Je suis assez impressionnée par sa motivation et surtout le fait qu'elle ne lâche rien, que ce soit une battante dans la recherche de la vérité et que tant qu'il restera des questionnements auxquels il n'y aura pas de réponse ou auxquels on ne lui a pas fourni de réponse, elle ne va pas lâcher l'affaire. Et j'espère qu'en tout cas un jour elle aura toutes les réponses qu'elle veut. En tout cas, pour moi, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que c'est une vidéo qui vous a touché, qui vous a parlé. J'espère que c'est une vidéo qui vous a appris des choses. J'espère que vous appréciez toujours mon travail sur ces disparitions. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Nous, on se revoit lundi prochain pour un live Twitch où comme d'habitude on fait, comme d'habitude, je l'ai fait qu'une fois, mais où on fait nos recherches ensemble en préparation de ma prochaine vidéo. Donc on a commencé lundi, c'était très sympa, on a bien travaillé ensemble et ça a duré un peu plus de 2h, 2h30. Et pour ma prochaine vidéo, ce sera jeudi et dimanche ou mercredi et dimanche, je sais pas encore. Je sais pas quelles sont vos préférences, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on se retrouve très rapidement sur ma chaîne.